L'après-midi se termine doucement et donc il arrive à la conclusion, ou presque. Et donc la perspective, après ces résultats enthousiastes ou au moins positifs de la chirurgie, même s'ils ont été largement balancés, et donc il est important d'avoir une perspective médicale extérieure à ces résultats. Et c'est donc le professeur Jaffiol de Montpellier qui va nous présenter sa vision de ce qui a été décrit maintenant, avant que le professeur Ritz de Toulouse conclue l'après-midi en édifiant des recommandations, ou ce qui pourra fonder les recommandations à venir en France concernant cette chirurgie métabolique. Donc, oui, ça va. Monsieur Jaffiol. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça? Oui. Bien, messieurs les présidents, mes chers consoeurs, chers confrères, je crois qu'un des objectifs principaux de cette réunion, comme l'a rappelé le président Beaulieu, est de savoir si cette chirurgie bariatrique, qui a prouvé son efficacité, peut réellement voir ses indications étendues à d'autres situations autres que celles classiquement retenues en France par la Haute Autorité de Santé. Pour cela, je crois qu'il faut une synthèse entre les avantages et les risques de cette chirurgie, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans l'exposé que je vais vous présenter, où d'une part, il y a ce que j'ai appelé à tort les certitudes, car il n'y a rien de certain en médecine, je crois qu'il vaut mieux dire les acquis, et d'autre part, les incertitudes. Alors, les exposés qui ont précédé mon intervention ont été richement documentés et je crois qu'il sera tout à fait inutile que j'insiste sur certains points qui ont été développés magnifiquement par les orateurs précédents. Je vais donc d'abord aborder la question des certitudes. Là aussi, je vais être très rapide. Les points forts, c'est que il y a une rémission rapide et complète du diabète, que l'on avait mis en doute certaines études rétrospectives, mais que les deux études publiées en 2012, dont Mme Mingron vient de nous présenter son expérience, sont suffisamment convaincantes. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'insister là-dessus. Un point important, c'est que de nombreuses études confirment un sevrage ou une réduction importante des besoins médicamenteux, que l'efficacité est fonction de la technique utilisée et que d'autre part la mortalité est réduite, comme le montrent deux études que j'ai citées dans la littérature, avec un point fort que je crois utile de signaler, c'est que cette mortalité est particulièrement réduite chez les diabétiques, probablement parce qu'il y a une diminution des complications cardiovasculaires. Enfin, un point qui n'est pas négligeable pour les autorités administratives et les responsables financiers, c'est le coût de la santé est inférieur par la chirurgie à la prise en charge médicale, là aussi une référence. Et puis ensuite, ce que tout le monde reconnaît, c'est qu'il est absolument indispensable qu'il y ait une sélection préopératoire et un suivi post-opératoire, l'un et l'autre, pluridisciplinaire. Les acquis également concernent les risques. Alors les risques, ça je voudrais quand même insister un peu plus. La mortalité post-opératoire est faible, elle est plus importante avec les dérivations biliopancréatiques. La morbidité post-opératoire n'est pas négligeable, le professeur Patou l'a déjà dit en tant que chirurgien, donc vous me permettrez en tant que médecin d'aller dans votre sens, elle n'est pas négligeable et il ne faut pas l'oublier. Mais il y a une étude américaine qui a montré que de 1998 à 2004, le nombre des interventions de chirurgie bariatrique ont été multipliés par 9 aux États-Unis, alors que la mortalité a été réduite de 0,89 à 0,19%. Ceci en ce qui concerne la mortalité. Cela est très certainement dû à l'apport bénéfique de la laparoscopie et également et surtout, je crois, à l'expérience accrue des équipes chirurgicales, médico-chirurgicales et au caractère pluridisciplinaire du choix des malades. Enfin, il y a les complications à moyen et long terme qui varient suivant la technique et la qualité du suivi. Il y en a quand même beaucoup.
On décrit des troubles digestifs, des dumping syndromes, des hypoglycémies graves, parfois très graves, des fistules, des ulcères, etc. Et surtout des carences en micronutriments, en vitamines, qui peuvent être très importantes et très graves de conséquences chez la femme enceinte. Les incertitudes. Alors là, vous me permettrez peut-être de détailler un petit peu plus, sauf certains points. Elles concernent plusieurs aspects. Les mécanismes. Cela a été abondamment étudié précédemment, donc là je serai beaucoup plus rapide. La stabilité post-opératoire de la normalisation glycémique remise en question. On ignore la conséquence de la chirurgie métabolique et son bénéfice sur l'apparition des complications secondaires du diabète, essentiellement cardiovasculaires. Le choix des techniques opératoires varie selon les pays. Pourquoi ? Et quelles sont les nouvelles perspectives concernant les progrès techniques en chirurgie, mais aussi, il faut le dire, les progrès pharmacologiques et les progrès biologiques qui peuvent modifier la donne. Donc nous allons voir ces différents points. Alors en ce qui concerne les mécanismes controversés, je n'insiste pas, la restriction calorique, les hormones non digestives, l'insulinosécrétion, la sensibilité à l'insuline, donc je passe très vite puisque cela a été magnifiquement fait antérieurement. Le microbiote intestinal aussi, je ne me permettrai pas de commenter ce que Karine Clément a fait parfaitement. Un point qui n'a pas été discuté, c'est la néoglucogénèse intestinale. La néoglucogénèse intestinale, par induction de la glucose 6-phosphatase dans la paroi intestinale, a été expérimentalement chez l'animal reconnu comme un facteur qui peut modifier, par voie réflexe cérébrale et le nerf vague, la production hépatique de glucose et la prise alimentaire. Donc ce point-là n'a pas été abordé précédemment, je ne fais que le souligner. Il ne s'agit bien sûr que d'hypothèses. Je voudrais dire en ce qui concerne les mécanismes, pour le clinicien que je suis, en dehors des théories physiopathologiques, il y a des faits qui sont robustes. Les faits robustes, c'est que la perte de poids et la restriction calorique s'accompagnent d'une amélioration du métabolisme glucidique. Le deuxième fait robuste, c'est que l'exclusion du duodénum est un élément capital. Et à partir de là, Rubino en particulier a émis l'hypothèse que le duodénum pouvait sécréter des substances méconnues, anti-incrétines, qui pouvaient expliquer l'amélioration du métabolisme glucidique lorsqu'on exclut bien entendu ce duodénum. Ça, c'est un deuxième fait robuste. Et ensuite, il y a bien sûr toutes les hypothèses passionnantes que nous avons entendues à travers l'exposé de Karine Clément. En ce qui concerne la stabilité de la rémission du diabète, alors il y a plein d'études rétrospectives que j'ai fait figurer ici qui montrent que la récidive du diabète est variable selon les publications. Il y a deux publications, l'une de Di Giorgi, l'autre de Caiazzo, qui montrent des taux de récidive du diabète, l'un par la technique de l'anneau, l'autre par la technique du Roux-en-Y bypass, qui ne sont pas négligeables. À 4 ans, à 5 ans, 24% de rechute et 73%. Mais comme le faisait remarquer le professeur Patou, et là je suis assez d'accord avec lui, lorsqu'on parle là de rechute, ce sont des sujets qui ont été très améliorés jusqu'à un degré qu'on qualifie de rémission entre guillemets, et qui voient leur glycémie s'élever avec le temps, mais qui conservent quand même un bénéfice à distance par rapport à leur état initial. Donc ce problème du risque de rechute s'accompagne aussi en général d'une reprise de poids. Alors les facteurs pronostiques défavorables qui sont relevés dans la littérature, c'est l'âge du sujet. Plus le sujet est âgé, moins bon est le pronostic. La durée antérieure du diabète, le sexe féminin. Et puis alors ce que tous les auteurs soulignent, c'est l'effet défavorable du traitement polymédicamenté du diabète et en particulier de l'insulinothérapie préopératoire qui réduirait les chances d'amélioration. Bien sûr, la reprise de poids post-opératoire et puis la technique opératoire, l'anneau étant celui qui donne le plus de récidive et la dérivation bilio-pancréatique celle qui donne le moins.
En ce qui concerne les techniques chirurgicales et les avancées pharmacologiques, il y a beaucoup de techniques qui ont fait l'objet de modifications par différents auteurs qui actuellement existent mais qui sont controversées. La transposition idéale, le mini-bypass gastrique, certains disent c'est beaucoup mieux, beaucoup plus simple, d'autres disent ça donne pas mieux que le Roux-en Y, etc. Puis il y a des techniques endoscopiques en expérimentation qui auraient bien sûr l'avantage d'éviter le geste chirurgical. Il y a les ballons gastriques, mais surtout les systèmes endoluminaires dont un a été présenté, je crois, par M. Patou dans son exposé. Que sera l'avenir de ces systèmes endoluminaires? Personne, je crois, n'en sait rien. Et puis il y a les recherches pharmacologiques et biologiques en cours. Il ne faut pas l'oublier. Il est certain que l'expérimentation, les laboratoires pharmaceutiques vont s'ingénier à trouver de nouveaux médicaments du diabète et qu'on ne sait pas si l'apparition de nouveaux médicaments ne modifiera pas la donne. Il y a également les recherches biologiques sur les cellules souches. Il ne faut pas l'oublier. Donc, vous voyez, il y a une frange d'incertitude concernant le devenir respectif de la chirurgie et des méthodes pharmacologiques. Voici, ça c'est une plaque qui montre l'évolution en France des principales interventions de chirurgie bariatrique, avec la sleeve gastrectomie qui connaît une ascension importante et le bypass gastrique, mais dans d'autres pays, les choix sont différents, aux États-Unis, en Australie, etc. Alors maintenant que je vous ai présenté cette balance entre les acquis et les incertitudes, qu'est-ce qu'on peut penser du futur, des nouvelles indications? Et pour penser quelque chose, il faut rapporter ce qui a été fait dans le monde au sujet de ces nouvelles indications. Eh bien, une des premières indications qui vient à l'esprit, c'est d'étendre la chirurgie bariatrique, qui devient alors métabolique, à des sujets qui n'ont plus une obésité majeure et qui sont en obésité minime, c'est-à-dire un IMC inférieur à 35, ou qui sont en simple surpoids. Alors, est-ce que quelque chose a été fait dans le monde à ce sujet? Eh bien oui, il y a une excellente méta-analyse de Fried et collaborateurs. Je vais vous la présenter parce que ça m'a paru important de vous donner le détail de ce qui a été fait sur ce point. Et puis, il y a les états prédiabétiques. Alors, les états prédiabétiques, ça paraît évidemment un peu curieux d'aller opérer des gens qui ne sont ni obèses ni diabétiques et qui risquent de le devenir. Mais si on réfléchit, c'est un problème majeur. Actuellement, en diabétologie, on s'est beaucoup intéressé jusqu'à maintenant au diabète, c'est-à-dire mieux le soigner, mieux le dépister, etc. Mais ce qui est plus important encore que de faire cela, c'est de s'occuper du prédiabète. Parce que le prédiabète est le vivier des futurs diabétiques. Et donc, il faut, dans la mesure du possible, empêcher ces gens de devenir diabétiques. C'est-à-dire, il y a eu d'abondantes études dans la littérature qui ont montré le bénéfice des mesures hygiéno-diététiques ou de mesures pharmacologiques sur le devenir de ces sujets lorsque ces mesures sont appliquées correctement. Mais bien sûr, les chirurgiens ont dit, mais pourquoi pas nous? Pourquoi nous n'interviendrons pas chez les prédiabétiques? Et effectivement, là j'ai retrouvé 2 études, une de Cayazo, l'autre de Gerstein, qui ont fait une expérience, c'est des sujets présentant une intolérance au glucose et qui ont montré que le taux d'incidence du diabète à 5 ans pour Cayazo et pour Gerstein, c'était après anneau, était nettement diminué et bien inférieur aux bénéfices obtenus par les seules mesures diététiques, enfin hygiéno-diététiques ou pharmacologiques. Mais voyons ce qu'il en est de la cible principale, à mon avis, qui reste, c'est-à-dire les diabétiques authentiques de poids modéré, de surpoids modéré, et je vais vous présenter la méta-analyse de Fried. Alors Fried a relevé 16 études, 7 prospectives, qui ont été faites au Brésil, en Italie, en Australie, en Chine et en Inde, 343 patients, 66% de femmes, des sujets assez jeunes, 46-2 ans, avec la moitié qui avait un IMC inférieur à 30, dont un simple surpoids, et l'autre moitié un IMC inférieur à 35, dont modérément obèse. Ils étaient traités par diabétiques oraux et insuline.
3 types d'interventions, restrictives, malabsorptives ou combinées malabsorptives restrictives. Le suivi post-opératoire était majoritairement inférieur à 2 ans, mais dans 6 études était supérieur à 2 ans. Mortalité faible, 0,29%. Complications, 4 à 10,3% périopératoire. Les résultats. Eh bien, les résultats sont spectaculaires, il faut le reconnaître, avec, vous le voyez de haut en bas, l'évolution de la perte pondérale, ensuite l'évolution de la glycémie à jeun et l'évolution de l'hémoglobine glyquée. Et vous voyez qu'il s'agisse de sujets obèses, modérément obèses ou de sujets en simple surpoids, on a des résultats qui sont tout à fait convaincants. Et si vous regardez maintenant la suppression des médicaments, il y a plus de 80% des sujets, qu'ils soient obèses ou en surpoids, qui peuvent supprimer leurs médicaments. Voilà une expérience. Bien entendu, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle concerne seulement 16 études de la littérature, 343 sujets. Ce sont des études qui ne sont pas prospectives, randomisées, rétrospectives, donc qui sont sujettes peut-être à caution, mais enfin c'était intéressant de les présenter. Un autre aspect qui ne rentre pas dans les recommandations classiques, c'est le problème des adolescents. Alors ça, c'est un sujet difficile. Vous savez qu'actuellement, du fait peut-être de phénomènes de société, l'obésité, comme l'anorexie nerveuse, qui est à peu près la même chose, mais en sens inverse, touche énormément d'adolescents aux États-Unis, un peu moins en Europe, et bien entendu, on voit fleurir des diabètes de type 2 qui étaient totalement méconnus autrefois. On ignorait complètement le diabète de type 2 chez l'adolescent, maintenant on les voit. Alors, on sait que le futur de ces sujets est difficile, et certains auteurs ont proposé, devant l'inefficacité reconnue des moyens médicaux, de faire de la chirurgie bariatrique. Aux États-Unis, ça a été fait assez largement. En France, à ma connaissance, il y a Tounian à Paris qui a fait quelques interventions là-dessus. Discussion entre l'anneau, qui offre une sécurité, disons, ou le bypass. Mais ce que je crois, il faut dire, c'est que les indications doivent être personnalisées. Il y a ensuite le problème des sujets âgés de plus de 60 ans. Alors ça, c'est un sujet très important parce qu'il ne faut pas oublier que le diabète de type 2, dans 75% des cas, est après 60 ans. Donc le problème se pose surtout chez les sujets âgés pour le diabète de type 2. Doit-on opérer les sujets âgés de plus de 60 ans qui ont un diabète de type 2 ? Alors évidemment, il y a des risques accrus, ça va de soi, opératoires, dénutrition, psychologique, des cas de suicide, et surtout la maltolérance programmée d'une maladie infectieuse intercurrente, donc un terrain qui n'est pas très favorable. Les conséquences sur la mortalité sont inconnues. Là encore, quelles sont les études ? Il y a quelques études chez le sujet âgé qui montrent, vous avez les références bibliographiques sur la plaque, que la perte de poids est moindre que chez les sujets jeunes, on pouvait s'y attendre, que le diabète diminue, la prévalence diminue par la chirurgie. Un autre auteur souligne une amélioration de la qualité de vie et Useto, une amélioration des comorbidités. Dernière indication, à mon avis, qui pourrait être intéressante, c'est la grossesse. Alors, la grossesse, pour la HS, est une contre-indication formelle à la chirurgie bariatrique. Et il est acquis qu'après chirurgie bariatrique, il faut une contraception pour éviter une grossesse tant que le poids n'est pas stabilisé. Mais on a montré que la chirurgie bariatrique pratiquée avant la grossesse améliore le pronostic fœtal et maternel, réduit le risque d'éclampsie, réduit le nombre de césariennes et réduit la macrosomie chez les enfants. Et puis surtout, on a montré, et là c'est une très belle publication de Smith et collaborateurs de 2009, que la chirurgie bariatrique avant une grossesse améliore le devenir pondéral et métabolique des enfants en modifiant l'environnement intra-utérin et les mécanismes épigénétiques responsables d'un effet transgénérationnel.
Or, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais actuellement, dans la théorie pouvant expliquer l'épidémie d'obésité, certains auteurs ont souligné l'importance des phénomènes épigénétiques qui font que de génération en génération, le trouble, l'obésité se perpétue lorsque les parents, la mère en particulier, présentent des troubles métaboliques périutérins. Alors, la question qui pouvait se poser, c'est qu'il est reconnu qu'une imprégnation du fœtus par l'hyperglycémie maternelle accroît le risque ultérieur d'anomalie de la glycorégulation et le risque de diabète chez les enfants. C'est bien connu depuis une publication déjà ancienne de Knoller qui avait montré que les enfants nés de mères diabétiques étaient en sous-poids, souvent étaient des petits poids, mais on avait dit c'est peut-être génétique. Et alors là, il y a des travaux qui ont montré que ce risque est indépendant du risque génétique, et voilà une démonstration très simple qui est tout à fait caricaturale. C'est le cas des enfants PIMA. Vous savez que les PIMA sont une ethnie aux États-Unis qui a un taux de diabète extrêmement élevé, dont des enfants PIMA qui sont nés de leur mère, soit avant la grossesse, de leur mère qui a eu un diabète avant la grossesse ou après la grossesse. Lorsque la mère a eu le diabète avant la grossesse, 33% des enfants présentaient ultérieurement une intolérance au glucose. Et lorsque la grossesse s'est produite, le diabète est survenu après la grossesse, à ce moment-là, il n'y avait que 14% d'enfants qui présentaient une intolérance au glucose. Voilà quelques remarques. Alors, je me suis permis de faire quelques conclusions. Elles valent ce qu'elles valent. Donc, première conclusion, en opposition avec la prise en charge médicale, la chirurgie bariatrique a confirmé son efficacité dans le traitement des surcharges pondérales et des comorbidités associées, dont le diabète de type 2. 2. La régression ou la rémission du diabète dépend de mécanismes indépendants de la perte de poids, conduisant à proposer une solution chirurgicale à des sujets diabétiques ou prédiabétiques présentant un IMC inférieur à 35 et à des situations non encore reconnues par la Haute Autorité de Santé, adolescents, sujets de plus de 60 ans, femmes désirant une grossesse. 3. Le risque de complications graves périopératoires et de suites compliquées doit conduire actuellement à peser le rapport bénéfice-risque cas par cas dans une démarche pluridisciplinaire personnalisée. Alors j'insiste sur ce troisième point, car en effet, il y a l'actualité et il y a le futur. L'actualité, quelle doit être l'attitude d'un médecin, d'un diabétologue, d'un chirurgien devant un adolescent considérablement obèse et diabétique, devant une femme qui souhaite une grossesse mais qui, parce qu'elle est obèse ou diabétique, sait qu'il y a un risque et qui peut-être ira consulter elle-même le chirurgien en lui demandant de l'opérer. Ça ressort tout à fait des cas reconnus par la Haute Autorité de Santé. Est-ce que s'il arrive un accident opératoire, le chirurgien ne va pas être poursuivi avec la judiciarisation actuelle? Il y a un problème là aussi. Ce problème judiciaire, on ne l'a pas abordé ici, mais il n'est pas négligeable. Donc, je crois, c'est pour ça que j'ai mis cette phrase, cas par cas, dans un contexte pluridisciplinaire, ça me paraît prudent. 4. Des études prospectives randomisées avec un suivi à long terme sont indispensables pour évaluer le rapport bénéfice-risque et procéder alors plus systématiquement, c'est-à-dire de façon plus large, à un élargissement des indications opératoires. Et pour l'instant, considérer le diabète comme une affection chirurgicale est une hypothèse certes séduisante, mais peut-être encore prématurée. Voilà les réflexions que je vous livre. Monsieur. Oui, monsieur. Je vous félicite vraiment, franchement, pour votre très très bel exposé, d'une clarté manifeste et qui vraiment nous a éclairé sur les indications et la sagesse de celle-ci. Vous êtes même allé au-delà de ce que je croyais possible, puisque vous nous avez montré que dans quelques cas, au cas par cas, une démarche pluridisciplinaire personnalisée permet de choisir et de proposer les indications avec un indice de masse corporelle inférieur à 35.
Alors, je voulais, puisqu'on est quand même entre chirurgiens, dire que on a jeté le discrédit sur l'anneau. Hein. C'est clair que l'anneau donne de moins bons résultats que les autres techniques. Cependant, je pose la question, hein, parce que j'ai des spécialistes. Moi, je ne suis pas du tout chirurgien bariatrique. Est-ce qu'il reste quand même pas, dans quelques cas, chez des grands obèses, des indications en 2 temps pour préparer le malade à une chirurgie secondaire, puisqu'on sait que l'anneau, c'est réversible, qui a quand même une faible morbidité, préparer le malade à une intervention lourde dans un 2e temps qui sera forcément moins à risque? Je pose la question aux spécialistes. Oui, moi je ne répondrai pas à cette question, elle me paraît éminemment chirurgicale. Alors je vais essayer d'y répondre en faisant une ellipse. Je crois que la question que nous soulevions aujourd'hui, c'est est-ce que la chirurgie, le concept même de chirurgie, est indiqué ou non? C'est déjà une question lourde qui est difficile à résoudre. La question plus spécifique du choix de l'intervention, c'est encore un débat que nous sommes très loin d'avoir résolu. Et je crois, en tout cas, je ne parle qu'au nom de notre équipe, nous avons toujours réalisé des anneaux gastriques. Et contrairement à la plupart des équipes, nous en réalisons encore très régulièrement. Cette opération a des résultats moins spectaculaires, mais elle a aussi une morbidité plus faible et une mortalité, c'est la seule, asymptotiquement nulle. C'est-à-dire que dans la grande étude New England de morbidité, 1500 patients opérés, 0 mort. Aucune opération ne peut prétendre à ces chiffres-là. Donc je serai très prudent. Et si on me demandait une prédiction, ce que vous ne me demandez pas, mais je vous la donne quand même, je crois que l'avenir de la chirurgie bariatrique, ça n'est pas plus, mais je rejoins celle de M. Bringer ce matin, ou au début de l'après-midi. L'avenir de la chirurgie bariatrique, ce n'est pas plus d'efficacité, c'est moins de risques, plus de reproductibilité, plus de prédictibilité des résultats. Et donc je crois que la question du type d'intervention est encore plus loin d'être résolue que celle de l'indication de la chirurgie elle-même. Voilà, en guise de réponse, ce que je vous ferai. Chez nous, je vais vous dire une chose un petit peu étrange, c'est que chez nous, une fois que l'équipe pluridisciplinaire a fait son travail d'évaluation, d'identification des contre-indications, c'est le patient qui choisit son intervention parce qu'il nous semble que la perspective des bénéfices et des risques de ce type d'intervention n'est pas la même quand on a 22 ans, quand on a 33 ans, quand on a 55 ans, des enfants, pas d'enfants. Envisager un séjour de réanimation une fois sur 1000, eh bien ça ne fait pas réfléchir de la même façon tous les patients. Donc c'est une façon que nous avons trouvée pour résoudre ce problème de l'indication aujourd'hui. Il n'est pas satisfaisant, on aimerait être plus rationnel, mais en tout cas c'est ce que nous faisons au quotidien. Voilà. Je crois qu'il est temps maintenant. Merci encore, Monsieur Jaffiol, de cette très